à travers les dimensions du temps et de l'espace, grâce à des technologies qui dépassent notre entendement. Nous observe-t-il, tapis dans l'ombre? Sont-ils déjà là? Je sais que ce que j'ai vu ne vient pas de la Terre. C'était incroyable. Au cœur du Texas, la bourgade de Stephenville est entourée de vastes prairies, d'élevage de bovins et d'étendues ouvertes sur le ciel. Le 8 janvier 2008, un habitant, Steve Allen, retrouve ses amis Mike Odem et Lance Jones pour profiter d'une nuit douce et claire. C'était un hiver froid et rude. J'ai eu mon ami Mike au téléphone et il m'a dit « Viens, on fera un feu de camp dehors et on profitera du ciel étoilé. » Étant pilote, j'observe assez souvent le ciel. C'est bizarre. C'est quoi ça? Steve? Je l'ai vu en premier. Regarde ça. J'ai regardé vers l'est et j'ai vu des lumières qui venaient vers nous, très vite. Ça brillait intensément. On aurait dit du magnésium qui brûlait. Je n'avais jamais vu ça. Bon sang, c'est quoi? Personne n'a rien pu dire. On était sidérés par ce qu'on voyait. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Étant pilote, je me suis d'abord demandé quel genre d'avion c'était. J'ai pas mal volé dans cette zone et je sais combien de temps il faut pour aller d'un point A à un point B. J'ai estimé sa vitesse à plusieurs milliers de kilomètres/heure. Mais comment un objet pouvait se déplacer aussi vite sans aucun bruit de frottement de l'air sur sa surface? Il n'y avait aucun son. Les lueurs arrêtent net leur course au-dessus de Stephenville. Je me demandais si c'était la guerre des mondes. Ensuite, les 7 lumières se sont mises en formation verticale. La configuration des lueurs qui étaient derrière était différente. Il y en avait 7 et elles clignotaient sans fréquence précise. Elles sont restées là un moment et d'un coup, elles ont formé une grande flamme. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une chose pareille. On aurait dit une longue flamme d'oxygène qui brûlait. Et puis, soudain, ça a complètement disparu. Ça n'a laissé aucune traînée en disparaissant. C'est passé où? C'était quoi? Je n'avais jamais rien vu de pareil. Lance a sauté dans sa voiture et il est parti. Il était dans tous ses états. Il n'a dit ni à plus tard, ni je n'ai pas rêvé, il n'a pas dit un mot. Il a juste fichu le camp. Mike et moi, on s'est regardés et on a dit « C'était quoi, bon sang ?» Je n'y comprenais rien. Il fallait qu'on raconte ça. Alors on est allé chez lui pour raconter à sa femme Claudette ce qui s'était passé. Claudette? Déjà là? Il y avait des lumières dans le ciel au-dessus du camp. Au-dessus des arbres et c'est parti. Oh là, doucement. Au départ, Claudette ne nous croyait pas. Alors elle a dit « Bon, je vais appeler Lance ». On lui a dit de le faire pour qu'elle voie qu'on n'inventait rien. Pourquoi elle croirait plus facilement Lance que Mike ou moi? Je n'en savais rien.
Avant qu'elle ne demande quoi que ce soit, Lance lui a dit « Sors vite de la maison, ça revient ». Ok, c'est bon. J'espère que ce n'est pas pour rien. C'est passé plus près que la première fois, et plus bas aussi. Ça nous a frôlés. Ce n'était pas une traînée lointaine dans le ciel, c'était tout près. Et tout d'un coup, 2 F-16 sont arrivés à fond. On voyait nettement les flammes qui sortaient des tuyères des réacteurs. Ils poursuivaient l'objet. Près de chez nous, il y a 3 bases de l'armée de l'air. On n'avait jamais vu des F-16 à cette altitude dans cette zone, surtout en train de poursuivre un autre appareil. On aurait dit que l'objet les maintenait à distance, comme s'il pouvait contrôler sa vitesse bien mieux qu'eux. On l'a vu s'éloigner vers l'est jusqu'à ce qu'il disparaisse. Pourquoi l'armée aurait-elle pris en chasse un de nos propres appareils? Visiblement, ce n'était pas le cas. Donc les questions qui se posaient étaient « Qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Sont-ils dangereux pour nous ?» J'avais plein de questions auxquelles je devais répondre. Quand je suis parti ce soir-là, j'ai dit à Mike et à Claudette « On doit en avoir le cœur net. » J'étais pressé de rentrer chez moi. Je me suis dit que si c'était la fin du monde, je devais être à la maison pour protéger ma femme et être avec mes proches. J'essayais de faire le tri dans ma tête de tout ce qu'on avait vu. Chérie, tu fais quoi? Ça va? Moi et les gars, on a vu des lumières bizarres dans le ciel. Elles faisaient des trucs que je n'ai jamais vus. 2 avions de chasse les ont poursuivis, mais elles les ont semés. Ma femme a vu que j'étais secoué et elle a compris que je ne plaisantais pas. Tu as vu un ovni? Je ne sais pas. Elle a insisté pour que je n'en parle à personne. Steve, je t'en prie, ne dis pas aux gens que tu as vu un ovni. Je l'ai bien vu. Je vais trouver ce que c'était. D'accord. Elle ne voulait pas que j'en parle parce qu'elle pensait que les gens me prendraient pour un fou. Bien sûr, je devais en parler et, comme tout homme, faire le contraire de ce que me disait ma femme. Si j'avais été le seul à voir, je n'aurais peut-être rien dit. Mais comme on était 3, je me suis dit, il faut que j'en parle. J'espérais que d'autres témoins existaient. J'ai dormi une demi-heure cette nuit-là. Je retournais tout dans ma tête pour essayer de comprendre ce qui nous était arrivé. Le lendemain matin, j'ai d'abord appelé l'aérodrome de Stephenville. Je suis pilote, donc ils me connaissent bien. Ils savent que je suis tout sauf un menteur et que je n'invente pas des histoires. Alors ils ont écouté ce que je leur racontais. Ils ont appelé la tour de Fort Worth, où se trouve le radar, pour voir s'il n'y avait rien eu d'inhabituel dans la zone. Ils ont essayé de m'obtenir des réponses, mais ils n'ont rien eu. Ça m'a paru très bizarre. Ensuite, j'ai appelé le journal local pour savoir si quelqu'un leur avait rapporté ou signalé quelque chose. Quand j'ai dit à la journaliste ce que j'avais vu, elle m'a dit qu'elle n'avait rien entendu ou vu de son côté. Mais elle a trouvé mon récit crédible et elle a décidé d'en parler et de suivre l'affaire. La réaction du public dépasse les espérances de Steve Allen. Plein de gens ont vu la même chose. Mais pas mal de gens ici n'aiment pas être dans la lumière ou que leur nom soit cité. J'en ai convaincu un certain nombre de franchir le pas et de livrer leur témoignage, en leur disant que j'avais clairement besoin d'eux. Il y en a un en tout cas qui m'a apporté un appui précieux. Le soir du 8 janvier 2008,
À la périphérie de Stephenville, au Texas, Steve Allen et un groupe d'amis ont vu des avions de chasse poursuivre une formation lumineuse étrange. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir observé l'événement. J'ai appelé le journal de la ville. J'ai raconté ce que j'avais vu à une journaliste et elle m'a demandé si elle pouvait publier un article là-dessus. Je lui ai dit, mettez mon numéro de téléphone au cas où quelqu'un d'autre aurait vu la même chose pour qu'on m'appelle. J'ai dû avoir au moins 60 personnes au téléphone le premier jour. J'ai noté les noms, les adresses, ce qu'ils avaient vu et quand, le plus de détails possible. Je leur ai demandé s'ils étaient prêts à témoigner. La plupart hésitent à se faire connaître. Mais un policier du comté, Leroy Gaetan, franchit le pas. Je suis dans la police depuis 20 ans. En tant que gardien de la paix, je suis élu par les gens. Je joue donc ma crédibilité. Maman est contente? Oui, elle est trop contente. C'était l'anniversaire de ma femme. J'avais pris un gâteau et on avait cuisiné. Papa, c'est quoi? Mon fils a pointé le doigt vers le ciel et il a dit « Papa, regarde ces lumières ». J'avais une paire de jumelles. J'ai essayé de mieux voir. Et tout ce que je voyais dedans, c'était des lueurs bleutées, intenses et fluorescentes. Je regardais avec les jumelles, et pendant tout ce temps, mon fils, qui avait 10 ans, me posait des questions. « Dis papa, c'est une soucoupe volante? C'est quoi papa? Il se passe quoi ?» Non. C'était des avions de chasse. J'ai l'habitude d'en voir. C'est quoi? J'ai pensé, c'est quoi, un vol d'essai? Tout s'est passé tellement vite. J'ai imaginé plein de choses. Je me suis dit, c'est des extraterrestres? Un truc de l'armée? Le journal local qui suit l'affaire prend contact avec l'armée de l'air américaine. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'appareil qui opérait dans la zone et qu'il n'y avait rien. J'ai trouvé ça assez inquiétant. Je sais reconnaître un F-16. L'armée a totalement nié avoir déployé des avions ce soir-là, mais je suis certain qu'il y en avait deux puisque je les ai vus de mes yeux. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Il voulait cacher quoi? Ce déni ne fait que renforcer la détermination de Steve Allen. Je devais connaître la vérité coûte que coûte, même si ça devait choquer les médias, l'opinion ou qui que ce soit. Je voulais comprendre. Steve Allen contacte le Mutual UFO Network, ou MUFON, l'une des plus importantes et anciennes organisations d'investigation sur les ovnis aux États-Unis. Celle-ci envoie Robert Powell à Stephenville pour enquêter sur l'affaire. La première chose qu'on a essayé de savoir, c'est s'il s'agissait d'un avion, d'un véhicule avec ses feux de nuit ou d'une étoile. Tout ceci étant bien loin des petits hommes verts ou des petits gris. Il s'agissait d'un événement, d'un objet volant non identifié que personne ne connaissait. En tant que scientifique, on se doit d'enquêter. En quelques jours, l'enquête fait apparaître 17 témoins qui corroborent le récit de Steve Allen. Des élus, des hommes d'affaires, des policiers, beaucoup de témoins différents. Ce qui distingue le signalement d'OVNI à Stephenville comme un événement tout à fait unique, ce n'est pas seulement l'existence de 17 témoins, mais le fait qu'ils ont vu l'objet à différents moments, sur une période de 3h30, et dans des lieux différents. Il n'y a donc pas eu une occurrence unique. C'est ça qui est extraordinaire. Un autre témoin vient également contredire l'affirmation des militaires selon laquelle aucun engin inhabituel ne volait dans le ciel de Stephenville la nuit du 8 janvier 2008.
Ce soir-là, l'un de mes collègues était dans le centre-ville, près du tribunal du comté. Il m'a signalé avoir vu un objet de grande taille. Il a dit qu'il pensait que c'était un avion qui allait s'écraser. Il m'a dit qu'il voyait les contours de l'objet et des lumières. Il a vite compris que ce n'était pas un avion parce que c'était en position horizontale, puis verticale, tout près du tribunal, avant de partir lentement vers l'est. Il a pointé son radar dans sa direction. Il n'allait pas vite, 32 km/h. De par mon expérience de pilote, je me tiens au courant des dernières technologies aéronautiques, des dernières capacités des équipements. L'armée a le dernier cri, évidemment, et on sait à peu près ce qui se fabrique et ce qu'elle possède. Ils peuvent avoir des choses secrètes, mais pas comme ce que j'ai vu. Wallace Fowler, ingénieur en aérospatial, est un expert des engins spatiaux et des vols d'essai. J'ai moi-même autrefois délivré des autorisations officielles pour ce type d'engin. Alors je ne vais pas vous faire des révélations que je ne devrais pas faire sur ce qui se passait à l'époque, mais je sais que l'armée fait un certain nombre de choses qu'elle ne dit pas. Le SR-71, par exemple, était inconnu du public pendant des années. Pareil pour le F-117. On voyait alors ce drôle d'appareil dans le désert du Nevada. Certains devaient se dire que c'était un vaisseau extraterrestre à cause de son allure. Je savais que c'était quelque chose de jamais vu. Pas besoin d'être pilote pour ça. Un écolier aurait pu décrire avec précision ce qu'on a vu. Dans le nord du Texas, des dizaines de personnes disent avoir vu un ovni. Et maintenant, le monde s'y intéresse. De plus en plus de témoins se font connaître dans la zone. On approche désormais d'une centaine de personnes qui ont vu quelque chose de cet ovni. Beaucoup de témoins crédibles signalaient l'événement dans la même zone. Les nombreux signalements déclenchent un emballement médiatique. De multiples personnes ont parlé de lumière dans le ciel au-dessus de Stephenville, dans le comté d'Irat. Sous la pression des médias, l'armée de l'air communique de nouvelles informations. L'armée a fini par publier un rapport disant qu'ils avaient bien déployé 10 F-16 dans la zone. J'ai trouvé ça très troublant. J'ai eu l'impression qu'on essayait de nous avoir. Pourquoi ils n'ont pas reconnu ça bien avant? Visiblement, ils essayaient de cacher quelque chose. Bien sûr, si c'était pour la défense nationale, ils n'avaient pas à le révéler à qui que ce soit. Tout ce qu'ils avaient à dire, c'était « c'est un engin à nous, au revoir ». La réaction des autorités américaines au signalement d'OVNI est la même depuis des décennies. Leslie Keane, journaliste d'investigation, enquête sur ces phénomènes dans le monde entier depuis 10 ans. Au début des années 1950, l'armée de l'air a lancé un programme appelé Projet Blue Book. Son but était de collecter les signalements d'OVNI du public. Le projet Blue Book était très fort pour ridiculiser les gens qui témoignaient, ou du moins pour démonter les cas les plus ridicules. Il s'agissait fondamentalement d'une opération de relations publiques conduite par l'armée de l'air pour minimiser les aspects mystérieux des ovnis. L'armée a mis fin au projet Blue Book dans les années 1970. Dans le cas de Stephenville, l'US Air Force explique que les témoins ont été victimes d'une illusion d'optique. Ils ont dit que c'était le reflet d'un avion de ligne à haute altitude. Bien sûr. Et pourquoi pas le reflet de mes fesses bien blanches aussi? Autre explication avancée par les militaires. Les nuages lenticulaires. Des nuages d'altitude stationnaires en forme de lentilles. Ils ne se déplacent pas avec 2 F-16 à leur trousse. C'est totalement absurde. Robert Powell, enquêteur du MUFON, exige des réponses de l'armée. Celle-ci, qui ne nie plus la présence de F-16, dissimule-t-elle des informations?
Il me fallait les données radar. Alors j'ai envoyé une demande de consultation de ces données à toutes les bases militaires dans un rayon de 110 km autour de Stephenville. Dans tous les cas, la réponse de l'armée a été « Nous n'avons pas d'informations répondant à votre demande ». Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ce n'est ni un oui ni un non. Alors je me suis aussitôt dit, et si j'essayais d'obtenir les données de radar de la FAA pour les recouper avec ce que les témoins disent avoir vu? La FAA, l'agence de l'aviation civile, accepte de transmettre toutes les informations radar de l'aéroport proche de Stephenville. Ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils donnaient. On a fait bonne pioche sans qu'ils sachent pourquoi on voulait ces données. Les informations radar rendent compte en détail de ce qui s'est passé dans le ciel la nuit du 8 janvier 2008. C'était une occasion unique de voir si elle corroborait ce que les témoins avaient vu. Une personne peut mentir, pas les données radar. Robert Powell commence par le plus évident. On voyait des avions de ligne sur les enregistrements, la plupart à haute altitude. Ils descendaient ou ils montaient hors de l'espace aérien de Fort Worth. Les données confirment ensuite le récent aveu de l'armée de l'air. Les données radar montraient qu'il y avait 10 F-16 dans la zone. Mais elles révèlent également autre chose. Entre 18h et 21h30, 3 objets inconnus ont été détectés par les radars. Et ils se déplaçaient dans la zone de Stephenville sans transpondeur. Les autorités américaines imposent à tout appareil circulant dans leur espace aérien d'utiliser un transpondeur. Un transpondeur est comparable à un GPS. C'est un signal radio qui est envoyé à la station radar. Aucun des 3 objets détectés n'en était équipé et ils étaient tous situés dans la zone mentionnée par les témoins. Les données radar suggèrent une cible potentielle. Commandant, venez voir. On a un appareil non identifié en approche de la zone interdite. P4, Niner Crawford, Texas. Un engin sans transpondeur se dirige droit vers l'une des zones d'exclusion aérienne les mieux gardées aux États-Unis. L'un des objets sur le radar se déplaçait directement vers Crawford Ranch. Il volait en ligne droite. On avait plus de 140 contacts radar sur cet objet. Crawford Ranch est surnommée la Maison Blanche de l'Ouest. La résidence de George W. Bush, alors président des États-Unis. Le soir où des témoins signalent avoir vu un ovni voler au-dessus de Stephenville au Texas, des radars enregistrent la présence de 10 F-16 et d'un mystérieux engin se dirigeant vers la zone d'exclusion aérienne au-dessus de Crawford Ranch. C'est la résidence de George W. Bush, l'ancien président. C'est à l'est d'ici, à 95 km. Il y a une zone d'exclusion aérienne d'un rayon de 5 km autour, même lorsque le président n'est pas là. Pénétrer dans cette zone est un délit grave. On approche de la zone interdite, P4, Niner Crawford. C'est la pire brèche dans la sécurité nationale. Si un avion y entrait, soit on le forcerait à se poser, soit on l'abattrait. L'objet inconnu se rapprochait de la Maison Blanche de l'Ouest. Des F-16 étaient à environ 50 km de lui. Mais sur les données radar, on voit qu'aucun F-16 ne réagit. À un moment, l'objet est descendu à grande vitesse, de manière perpendiculaire au sol. Et puis en 1 à 2 secondes, il a disparu. Si les F-16 ne poursuivaient pas un objet volant non identifié, l'armée de l'air escortait-elle l'un de ces appareils top secrets? Pourquoi ils auraient fait ça dans une zone si peuplée? Ils auraient pu aller dans le désert, ni vu ni connu. Pourquoi dans cette zone?
Si c'était un appareil militaire et qu'ils l'ont fait voler au-dessus d'un espace civil, c'est une grosse bourde de l'armée. Espérant en savoir plus sur l'étrange objet, Steve Allen et Robert Powell creusent un peu plus les données radar. La vitesse est un élément déterminant. Le radar effectue un balayage toutes les 10 secondes. Donc une fois qu'on sait où est l'objet à un instant T, puis 10 secondes plus tard, puis encore 10 secondes plus tard, on peut calculer rapidement quelle distance il a parcouru dans ce laps de temps. J'ai pu déterminer que l'objet avait accéléré jusqu'à une vitesse d'environ 3000 km/h et qu'il avait poursuivi son vol. Robert Powell essaie ensuite de calculer la taille de l'objet. Les données radar ne me permettaient pas de le faire car celles que collecte la FAA ne renseignent en rien sur la taille des aéronefs. Mais un témoin a affirmé avoir des preuves qu'on pouvait exploiter. Quand mon témoignage a été publié, un collègue qui travaille avec moi et que je connais depuis toujours m'a dit que durant la nuit du 8 janvier, il avait vu ce qu'on pourrait appeler, disons, un appareil. Il m'a dit que ça flottait au-dessus du sol, que c'était très long, très fin, et qu'il y avait une sorte de bulle centrale. Il a dit que c'était énorme. Il a décrit un objet presque aussi grand qu'un bloc d'immeuble. Il a dit que c'était un vaste objet qui faisait des choses très étranges et qui se déplaçait à grande vitesse. Je le crois, il n'a aucune raison de mentir. J'ai essayé d'évaluer la taille de l'engin au travers des multiples témoignages recueillis. Je me suis appuyé sur la description visuelle des témoins et sur la position de l'objet d'après les données radar. À partir de ces éléments, j'ai pu estimer sa taille au moyen de la trigonométrie. Au minimum, il faisait entre 200 et 400 mètres. L'objet avait la taille de 2 terrains de football américain. Prenez un terrain délimité par ses poteaux de but et multipliez ça par 2, ça vous donne une idée. Existe-t-il des objets volants fabriqués par l'homme qui possèdent ces incroyables caractéristiques ? Le SR-71 pouvait voler à 3350 km/h. Donc il était tout à fait en mesure d'atteindre ce niveau de vitesse. Le X-15 atteignait 9600 km/h. La navette spatiale américaine volait à 28 000 km/h, voire plus. Il y a donc des véhicules fabriqués par l'homme capables de voler beaucoup plus vite que cet objet. Mais pour faire ce qu'ont décrit les témoins, il faudrait qu'il ait beaucoup de puissance. La poussée, c'est l'élément clé. Il faudrait énormément de poussée à un véhicule de 200 mètres de long ou de large pour atteindre 3000 km/h. Ce qui m'intrigue beaucoup aussi, c'est le silence total de l'objet. Comment quelque chose d'aussi rapide peut-il ne produire aucun bruit lié au frottement de l'air? Il ne faisait aucun bruit. Quand un véhicule atteint la vitesse du son, Mach 1, une onde de choc se forme derrière la queue de l'appareil. Et cette onde de choc est perçue par l'oreille humaine comme un grand boom. Quand un objet se déplace plus rapidement que le son, notamment à faible altitude, on l'entend. Donc quelqu'un aurait dû entendre le boom. Mais les témoins ont dit que l'objet était totalement silencieux. John Willis, professeur de physique et d'astronomie, scrute et étudie les étendues infinies de l'univers. Si un engin spatial pouvait voyager à la vitesse de la lumière, il lui faudrait 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Si on voyageait à une vitesse bien inférieure, comme le font les engins spatiaux que nous fabriquons, il faudrait des milliers d'années. C'est possible, mais ça prendrait beaucoup plus de temps qu'une vie humaine. En tant qu'humain, on n'a pas encore trouvé la solution au défi que représente un voyage d'une telle durée sur de telles distances.
On peut spéculer sur le nombre de planètes où la vie pourrait exister. Mais pour ce qui est de prévoir quand on entrera en contact avec une civilisation extraterrestre, la plupart des scientifiques s'y refusent. Je sais que ce que j'ai vu ne vient pas de la Terre, à cause de ses capacités de vol, de sa vitesse de déplacement et aussi de son absence totale de bruit. L'inconnu intrigue beaucoup et pose de nombreuses questions. Je suis allé voir sur Internet. Un article de presse dit qu'en 1890 ou 1891, il y a déjà eu des signalements d'OVNI dans la zone. Un homme se tenait près des balles de coton lorsqu'il a vu un objet volant. L'objet s'est embrasé et il l'a décrit comme une balle de coton en feu. J'ai vu du coton brûlé et c'est la même couleur que ce que j'ai vu. Donc sa description colle pour ce qui est de la couleur de la flamme. Ça veut dire qu'il y a eu des signalements répétés ici. On n'a pas été les seuls. Quoi que ce soit, ça revient dans la zone. 2 semaines après le premier signalement, Leroy Gaetan reçoit un appel. Il était tard, je dirais dans les 3 heures du matin, quand j'ai reçu un appel radio. Une alarme retentissait depuis des heures dans une entreprise. J'étais tout près, alors je me suis dit, je vais y faire un saut et j'attendrai des renforts pour inspecter le bâtiment. Quelque chose a attiré mon attention dans le ciel. Ça passait du rouge au bleu, puis au vert, je crois. Cette fois, le policier tente de recueillir des preuves tangibles de l'OVNI. Ce type de caméra n'est pas fait pour filmer le ciel, mais des véhicules ou des plaques d'immatriculation. J'ai pu zoomer sur l'objet et j'ai commencé à enregistrer. Je le voyais sur l'écran. C'était une grande sphère qui semblait flotter. Ce n'était pas une étoile, c'était beaucoup plus gros. Ça se déplaçait lentement d'est en ouest. Je ne savais pas du tout ce que c'était. On aurait dit que ça clignotait. Ça avait l'air presque creux. Je suis resté à le filmer pendant 15 à 20 minutes. Les lumières ne laissaient pas de traîner. Elles ont accéléré très vite. Une fois rentré chez moi, j'ai regardé la vidéo. Ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait beaucoup de brouillage statique. Pour une raison étrange, l'image n'était pas nette du tout. Ça a fait la une de la presse locale. Bien que les images soient floues, elles relancent les investigations. On progressait. Tout le monde savait ce qu'on avait vu. Chacun avait sa mission à ce moment-là. Robert analysait les données radar. Moi, je recueillais un maximum de témoignages. On s'activait de tous les côtés pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mais l'armée a juste essayé de trouver des faux fuyants. Ils ont mené une campagne d'intoxication ou de dissimulation pour nous discréditer. Les autorités américaines ne peuvent pas expliquer le phénomène des ovnis. Ils savent que ça existe, mais ils ne l'expliquent pas. Et ils ne veulent pas qu'on mette le nez dedans. On a été ridiculisés à fond. Ils ne nous ont jamais demandé ce qu'on avait vu. Ils étaient trop occupés à éluder le problème. Le fait que les autorités étouffent les affaires d'OVNI, c'est un sujet délicat et complexe. Lorsqu'un événement implique de nombreux signalements et de nombreux témoins très clairs sur ce qui s'est passé, les autorités américaines ne veulent pas s'en mêler. C'est comme s'ils essayaient de cacher quelque chose que tout le monde sait.
Il y a sûrement des documents classifiés sur le sujet qui sont gardés secrets. Pour dire les choses clairement, le gouvernement ne dit pas tout ce qu'il sait. Mais Steve Allen refuse d'abandonner sa quête de vérité. Sa persévérance finit par payer. Il reçoit un jour un appel étonnant. Son interlocuteur n'est autre qu'Edgar Dean Mitchell, un ancien astronaute de la NASA. On a parlé pendant pas mal de temps, 1 heure et demie. Je lui ai dit ce que j'avais vu. Il savait de quoi je parlais. Edgar Mitchell, l'astronaute d'Apollo 14, est un héros national. Il a été le 6e homme à marcher sur la Lune. Et depuis de nombreuses années, il a largement abordé le sujet des ovnis. Il a personnellement enquêté de l'intérieur auprès de personnalités haut placées. Il m'a raconté pas mal d'histoires intéressantes sur ce que la NASA voulait qu'il dise, ou ne voulait pas qu'il dise. Par exemple, il m'a dit que Buzz Aldrin, le premier homme à marcher sur la Lune, avait vu quelque chose se poser à 1,5 km de lui. Aldrin a rapporté ce qu'il voyait au commandant de Houston, qui lui a répondu « Ne regardez pas dans cette direction, n'établissez aucun contact, poursuivez votre mission. Quoi que ce soit, ignorez-le. » Mitchell parle également de sa mission Apollo de 1971. Il a vu un engin quand il était dans l'espace. Il a vu des choses qui n'étaient pas des étoiles. Il a vu un ovni. On peut se fier à Edgar Mitchell. La NASA ne le contrôle plus, ni le gouvernement. Il n'en a rien à faire. Il dit simplement ce qu'il a vu maintenant. Pour moi, tout ce qu'il dit est vrai. Je sais ce que j'ai vu. C'est le plus important. La grosse surprise, ça a été quand le rapport est sorti, à cause de ce qu'il disait. Les données radar montraient quelque chose que je n'avais jamais vu. C'était une surprise totale, un choc. Depuis que Steve Allen a rapporté avoir vu un ovni au-dessus de Stephenville au Texas le soir du 8 janvier 2008, plus de 100 témoins ont corroboré son récit. Mais le mystère demeure. Quel était cet objet dans le ciel cette nuit-là? Après des mois passés à recouper les témoignages et à analyser les données radar, les personnes qui enquêtent sur l'affaire décèlent une anomalie majeure. La vitesse est un élément essentiel. Comment un objet aussi grand pouvait-il voler à une telle vitesse, puis s'arrêter net et réaccélérer en sens inverse pour distancer 2 F-16? C'est étrange. Cet objet est passé de 0 à 3000 km/h en 2 secondes. Pour un engin, quel qu'il soit, voler aussi vite et interrompre sa course aussi rapidement, ça induit une force G énorme. La notion de force G s'inscrit dans la loi sur la gravité de Newton, une loi incontournable, en tout cas sur notre planète. La force G est liée à l'accélération. Si vous êtes dans un avion qui subit une force de 2G, vous ressentez une pression 2 fois supérieure au poids de votre corps. À 3G, c'est 3 fois votre poids. Dans un F-16, par exemple, on subit facilement jusqu'à 9G. À partir de 10G, vous perdez conscience, vous saignez de la tête et vous perdez le contrôle de l'appareil. Je ne connais aucun objet de 200 mètres qui peut rester en suspens, accélérer jusqu'à 3000 km/h en 2 secondes et s'arrêter net. Rien de connu ne peut faire ça. Si vous calculez, ça équivaut à 43 G en quelques secondes. Aucun être humain n'y survivrait.
Quand on a bouclé le rapport sur Stephenville, j'ai conclu que quelle que soit la nature du phénomène, l'armée de l'air n'en était pas à l'origine. Je ne dis pas que c'était un engin extraterrestre. Personne ne peut prouver que ce qui a été observé à Stephenville était un engin extraterrestre. Mais ce que je peux dire, c'est que ça n'était pas quelque chose qu'on fabrique sur Terre. Quand le rapport est sorti, j'étais satisfait parce que ça disait exactement ce qu'on avait vu. Regarde ça. Le lieu exact, l'heure exacte, tout y était. Je savais que j'avais vu quelque chose d'étrange, mais comme certains mettaient notre parole en doute, c'était une revanche. C'était la preuve. Nous avons fait vérifier nos analyses par 3 contrôleurs aériens différents de la FAA. On leur a demandé s'ils voyaient une erreur dans nos rapports. Aucun d'eux n'en a relevé. Mais la qualité du rapport semble avoir dérangé en haut lieu. Prenons exemple sur l'armée de l'air américaine. La FAA a durci sa politique en matière d'accès aux informations radar. Après notre rapport sur Stephenville, j'ai demandé à nouveau le même type de données radar à la FAA, dans le cadre de la loi sur la liberté de l'information. Ils ont rejeté ma demande en disant que le fait de me les communiquer représenterait une menace pour l'espace aérien national. Ils nous avaient transmis sans réfléchir toutes les informations. On les a étudiées et elles ont confirmé ce qu'on avait vu. Ils n'ont pas envie de refaire la même erreur. De son côté, l'armée américaine continue de nier tout passage d'objets volants non identifiés dans l'espace aérien au-dessus de Stephenville. Le 23 octobre 2008, plus de 9 mois après la première apparition d'OVNI, une foule importante remplit le stade du lycée local à l'occasion du match de football américain du vendredi soir. Il y avait un match et cet OVNI ou cet engin s'est arrêté au-dessus du stade. Green 72. L'engin s'est placé directement au-dessus. Le match s'est interrompu. Les joueurs se sont arrêtés. Les arbitres continuaient. Et puis ils ont vu les joueurs qui regardaient en l'air. Tout le monde dans les gradins, les joueurs et les arbitres l'ont vu. Des centaines, sinon des milliers de personnes ont vu la même chose. C'est réel, ce n'est pas une hallucination. Pour Steve Allen et Leroy Gaetan, la vie ne sera plus jamais la même. Depuis le 8 janvier 2008 et les autres événements, ma vie a changé. Mes croyances ont changé. Maintenant, je suis ouvert à l'idée qu'il y a une vie au-delà de notre planète. Et j'espère qu'avant de quitter cette belle terre, j'en saurai plus sur ce que j'ai vu cette nuit-là. Je savais que cette expérience changerait ma vie. Je savais que je faisais partie des rares à avoir eu la chance de voir une telle chose. Que c'était un privilège. Je crois à la vie dans d'autres galaxies ou dans d'autres systèmes solaires. Il faut être vraiment étroit d'esprit pour penser qu'on est seul dans l'univers. Et la quête de vérité de Steve Allen n'est pas terminée. J'espère vraiment revoir ça. Je veux savoir ce que c'est. Maintenant, j'ai souvent les yeux tournés vers le ciel. À travers les dimensions du temps et de l'espace, grâce à des technologies qui dépassent notre entendement, nous observe-t-il, tapis dans l'ombre? Sont-ils déjà là? Je sais que ce que j'ai vu ne vient pas de la Terre. C'était incroyable. Au cœur du Texas, la bourgade de Stephenville est entourée de vastes prairies, d'élevage de bovins et d'étendues ouvertes sur le ciel. Le
8 janvier 2008, un habitant, Steve Allen, retrouve ses amis Mike Odem et Lance Jones pour profiter d'une nuit douce et claire. C'était un hiver froid et rude. J'ai eu mon ami Mike au téléphone et il m'a dit « Viens, on fera un feu de camp dehors et on profitera du ciel étoilé. » Étant pilote, j'observe assez souvent le ciel. C'est bizarre. C'est quoi ça? Steve? Je l'ai vu en premier. Regarde ça. J'ai regardé vers l'est et j'ai vu des lumières qui venaient vers nous, très vite. Ça brillait intensément. On aurait dit du magnésium qui brûlait. Je n'avais jamais vu ça. Bon sang, c'est quoi? Personne n'a rien pu dire. On était sidérés par ce qu'on voyait. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Étant pilote, je me suis d'abord demandé quel genre d'avion c'était. J'ai pas mal volé dans cette zone et je sais combien de temps il faut pour aller d'un point A à un point B. J'ai estimé sa vitesse à plusieurs milliers de kilomètres/heure. Mais comment un objet pouvait se déplacer aussi vite sans aucun bruit de frottement de l'air sur sa surface? Il n'y avait aucun son. Les lueurs arrêtent net leur course au-dessus de Stephenville. Je me demandais si c'était la guerre des mondes. Ensuite, les 7 lumières se sont mises en formation verticale. La configuration des lueurs qui étaient derrière était différente. Il y en avait 7 et elles clignotaient sans fréquence précise. Elles sont restées là un moment et d'un coup, elles ont formé une grande flamme. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une chose pareille. On aurait dit une longue flamme d'oxygène qui brûlait. Et puis, soudain, ça a complètement disparu. Ça n'a laissé aucune traînée en disparaissant. C'est passé où? C'était quoi? Je n'avais jamais rien vu de pareil. Lance a sauté dans sa voiture et il est parti. Il était dans tous ses états. Il n'a dit ni à plus tard, ni je n'ai pas rêvé. Il n'a pas dit un mot. Il a juste fichu le camp. Mike et moi, on s'est regardés et on a dit « C'était quoi, bon sang ?» Je n'y comprenais rien. Il fallait qu'on raconte ça. Alors on est allé chez lui pour raconter à sa femme Claudette ce qui s'était passé. Claudette? Déjà là? Il y avait des lumières dans le ciel au-dessus du camp. Au-dessus des arbres et c'est parti. Oh là, doucement. Au départ, Claudette ne nous croyait pas. Alors elle a dit « Bon, je vais appeler Lance ». On lui a dit de le faire pour qu'elle voie qu'on n'inventait rien. Pourquoi elle croirait plus facilement Lance que Mike ou moi? Je n'en savais rien. Allô? Lance, c'est Claudette. Avant qu'elle ne demande quoi que ce soit, Lance lui a dit « Sors vite de la maison, ça revient ». Ok, c'est bon. J'espère que ce n'est pas pour rien. C'est passé plus près que la première fois, et plus bas aussi. Ça nous a frôlés. Ce n'était pas une traînée lointaine dans le ciel, c'était tout près. Et tout d'un coup, 2 F-16 sont arrivés à fond. On voyait nettement les flammes qui sortaient des tuyères des réacteurs. Ils poursuivaient l'objet.
Près de chez nous, il y a 3 bases de l'armée de l'air. On n'avait jamais vu des F-16 à cette altitude dans cette zone, surtout en train de poursuivre un autre appareil. On aurait dit que l'objet les maintenait à distance, comme s'il pouvait contrôler sa vitesse bien mieux qu'eux. On l'a vu s'éloigner vers l'est jusqu'à ce qu'il disparaisse. Pourquoi l'armée aurait-elle pris en chasse un de nos propres appareils? Visiblement, ce n'était pas le cas. Donc les questions qui se posaient étaient: qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Sont-ils dangereux pour nous? J'avais plein de questions auxquelles je devais répondre. Quand je suis parti ce soir-là, j'ai dit à Mike et à Claudette, on doit en avoir le cœur net. J'étais pressé de rentrer chez moi. Je me suis dit que si c'était la fin du monde, je devais être à la maison pour protéger ma femme et être avec mes proches. J'ai essayé de faire le tri dans ma tête de tout ce qu'on avait vu. Chérie, tu fais quoi? Ça va? Moi et les gars, on a vu des lumières bizarres dans le ciel. Elles faisaient des trucs que je n'ai jamais vus. 2 avions de chasse les ont poursuivis, mais elles les ont semés. Ma femme a vu que j'étais secoué et elle a compris que je ne plaisantais pas. Tu as vu un ovni? Je ne sais pas. Elle a insisté pour que je n'en parle à personne. Steve, je t'en prie, ne dis pas aux gens que tu as vu un ovni. Je l'ai bien vu. Je vais trouver ce que c'était. D'accord. Elle ne voulait pas que j'en parle parce qu'elle pensait que les gens me prendraient pour un fou. Bien sûr, je devais en parler et, comme tout homme, faire le contraire de ce que me disait ma femme. Si j'avais été le seul à voir, je n'aurais peut-être rien dit. Mais comme on était 3, je me suis dit, il faut que j'en parle. J'espérais que d'autres témoins existaient. J'ai dormi une demi-heure cette nuit-là. Je retournais tout dans ma tête pour essayer de comprendre ce qui nous était arrivé. Le lendemain matin, j'ai d'abord appelé l'aérodrome de Stephenville. Je suis pilote, donc ils me connaissent bien. Ils savent que je suis tout sauf un menteur et que je n'invente pas des histoires. Alors ils ont écouté ce que je leur racontais. Ils ont appelé la tour de Fort Worth, où se trouve le radar, pour voir s'il n'y avait rien eu d'inhabituel dans la zone. Ils ont essayé de m'obtenir des réponses, mais ils n'ont rien eu. Ça m'a paru très bizarre. Ensuite, j'ai appelé le journal local pour savoir si quelqu'un leur avait rapporté ou signalé quelque chose. Quand j'ai dit à la journaliste ce que j'avais vu, elle m'a dit qu'elle n'avait rien entendu ou vu de son côté. Mais elle a trouvé mon récit crédible et elle a décidé d'en parler et de suivre l'affaire. La réaction du public dépasse les espérances de Steve Allen. Plein de gens ont vu la même chose. Mais pas mal de gens ici n'aiment pas être dans la lumière ou que leur nom soit cité. J'en ai convaincu un certain nombre de franchir le pas et de livrer leur témoignage, en leur disant que j'avais clairement besoin d'eux. Il y en a un en tout cas qui m'a apporté un appui précieux. Le soir du 8 janvier 2008, à la périphérie de Stephenville, au Texas, Steve Allen et un groupe d'amis ont vu des avions de chasse poursuivre une formation lumineuse étrange. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir observé l'événement.
J'ai appelé le journal de la ville. J'ai raconté ce que j'avais vu à une journaliste et elle m'a demandé si elle pouvait publier un article là-dessus. Je lui ai dit, mettez mon numéro de téléphone au cas où quelqu'un d'autre aurait vu la même chose pour qu'on m'appelle. J'ai dû avoir au moins 60 personnes au téléphone le premier jour. J'ai noté les noms, les adresses, ce qu'ils avaient vu et quand, le plus de détails possible. Je leur ai demandé s'ils étaient prêts à témoigner. La plupart hésitent à se faire connaître. Mais un policier du comté, Leroy Gaetan, franchit le pas. Je suis dans la police depuis 20 ans. En tant que gardien de la paix, je suis élu par les gens. Je joue donc ma crédibilité. Maman est contente? Oui, elle est trop contente. C'était l'anniversaire de ma femme. J'avais pris un gâteau et on avait cuisiné. Papa, c'est quoi? Mon fils a pointé le doigt vers le ciel et il a dit « Papa, regarde ces lumières ». J'avais une paire de jumelles. J'ai essayé de mieux voir. Et tout ce que je voyais dedans, c'était des lueurs bleutées, intenses et fluorescentes. Je regardais avec les jumelles, et pendant tout ce temps, mon fils, qui avait 10 ans, me posait des questions. « Dis papa, c'est une soucoupe volante? C'est quoi papa? Il se passe quoi ?» Non. C'était des avions de chasse. J'ai l'habitude d'en voir. C'est quoi? J'ai pensé, c'est quoi, un vol d'essai? Tout s'est passé tellement vite. J'ai imaginé plein de choses. Je me suis dit, c'est des extraterrestres? Un truc de l'armée? Le journal local qui suit l'affaire prend contact avec l'armée de l'air américaine. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'appareil qui opérait dans la zone et qu'il n'y avait rien. J'ai trouvé ça assez inquiétant. Je sais reconnaître un F-16. L'armée a totalement